J'ai jeté le dossier de l'hôtel Lutetia sur son bureau en verre, les plans d'architecte s'éparpillant comme mes propres espoirs. Les feuilles glissaient sur la surface polie, symbolisant le chaos qui régnait dans moi. Vous avez racheté une partie de mon entreprise. Ma voix tremblait de rage, trahissant la façade de calme que j'essayais de maintenir. Pierre, lui, restait impassible. Son visage, habituellement un masque d'acier, montrait juste une légère tension au niveau de la mâchoire. Ses manches étaient retroussées, révélant des avant-bras puissants, et il avait ce regard pénétrant, ses yeux couleur ambre foncé qui semblaient percer mon âme. Il avait l'air un peu moins menaçant sans sa veste, mais ça ne me calmait pas. Pas du tout. Quand? J'ai presque craché le mot. Il y a 3 semaines? Juste après notre première rencontre? C'était insupportable. L'idée que tout cela avait été orchestré. Il a juste hoché la tête, un mouvement à peine perceptible. Oui. Et vous n'avez pas pensé à mentionner ça? Mon cerveau était en surchauffe, chaque interaction passée rejouée sous ce nouveau prisme déformé. Vous m'avez laissé croire que le contrat de l'hôtel Lutetia était pour mon travail, pour ce que j'avais à offrir professionnellement, alors qu'en fait, vous manipuliez toute la situation. L'humiliation me brûlait le visage. Le projet a toujours été à propos de votre travail, Mary. Votre talent est réel, je ne l'ai pas inventé. Sa voix était étonnamment calme, presque douce, ce qui ne faisait qu'attiser ma fureur. C'était la pire des hypocrisies. Mais vous l'avez utilisé. Je n'ai pas pu retenir le cri qui montait. Vous avez rendu mon entreprise dépendante de vous pour que je sois obligé d'accepter le projet. Ensuite, vous avez pris une participation dans la boîte pour influencer ma carrière. Et maintenant, vous me faites promouvoir par des voies détournées, m'empêchant de réussir par mes propres mérites. Vous comprenez à quel point c'est insultant? Il n'a rien dit. Juste cet air un peu fermé, comme un mur qui se dressait. J'avais besoin qu'il comprenne. J'avais besoin qu'il ressente la profondeur de ma colère, de ma déception. C'était comme si un édifice entier s'effondrait en moi. Le rêve de construire ma propre réussite, pierre par pierre, était piétiné par sa puissance démesurée. Mais attendez, je vais trop vite. C'est le problème avec le souvenir. Ça ne suit jamais l'ordre logique, n'est-ce pas? La colère, la déception, elles ont leur propre chronologie, souvent désordonnée. Pour que vous compreniez pourquoi j'étais là, à hurler dans ce bureau luxueux dominant tout Paris, il faut revenir un peu en arrière. Beaucoup plus loin, en fait, à la toute première fois où j'ai posé les yeux sur Pierre. C'était au début de l'hiver, dans la grande salle de bal de l'hôtel de Crillon. L'air vibrait d'une philanthropie orchestrée, d'un brouhaha poli. J'étais là, à côté du bar, sirotant un verre de champagne que je n'avais pas voulu, mais que je ne pouvais pas refuser. Mon cabinet avait acheté une table pour cette soirée de gala, et pour nous, jeunes architectes espérant d'un jour devenir associés, la présence n'était pas facultative. J'avais choisi une simple robe anthracite de la saison passée, discrète par rapport aux robes de créateurs qui tourbillonnaient autour de moi, mais professionnelle, du moins je l'espérais. Autour de moi, l'élite de Paris se mêlait avec une aisance déconcertante. Des hommes d'affaires discutaient fusion sur des canapés. Des mondaines s'embrassaient du bout des lèvres et comparaient leurs résidences secondaires. Je reconnaissais des visages de magazines, de GT, des gens qui existaient dans une stratosphère si éloignée de la mienne qu'ils auraient aussi bien pu habiter une autre planète. J'étais en train de vérifier ma montre, calculant combien de temps je devais encore rester avant que mon départ ne passe inaperçu, quand je l'ai ressenti. Ce poids particulier de l'attention, lourd et délibéré. La sensation d'être observé par quelqu'un qui n'en avait rien à faire que vous le sachiez. J'ai tourné lentement. De l'autre côté de la salle, au-delà des grappes de conversation et des serveurs portant des plateaux d'argent, un homme me regardait avec une concentration troublante. Grand, peut-être 1,38 m, avec le genre de carrure qu'un costume de prix ne pouvait pas tout à fait dissimuler. Son costume était noir, parfaitement coupé, le tissu captant la lumière à chacun de ses mouvements. Des cheveux foncés,
rejeté en arrière, encadré d'un visage tout en angle vif et lignes fortes. Même à cette distance, je pouvais voir l'intensité de son regard. Il a commencé à marcher vers moi. Pas pressé, pas décontracté, mais déterminé. Les gens s'écartaient de son chemin sans même sembler s'en rendre compte, répondant à une sorte de reconnaissance instinctive de puissance. Mon pouls s'est accéléré. Je connaissais ce visage. Je l'avais vu dans les journaux, généralement dans des articles classés sous affaires, mais parfois sous faits divers. Pierre Delacroix, promoteur immobilier, propriétaire de boîtes de nuit, et selon des sources moins réputées, l'homme qui contrôlait une bonne partie de la pègre parisienne. La peur a serré mon estomac. Vous avez l'air d'avoir préféré être n'importe où ailleurs. Sa voix m'a atteinte en premier, grave et douce, avec une pointe d'amusement. De près, il était encore plus frappant. Des yeux de la couleur de l'ambre foncé, presque brun, m'étudiant avec une intensité qui me faisait picoter la peau. Sa mâchoire était dessinée, son nez droit, sa bouche courbée en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Aucune cicatrice visible, aucun signe évident de violence, mais tout chez lui rayonnait d'un danger maîtrisé. « Je vais bien », ai-je répondu, gardant un ton poli mais froid. « Je ne suis juste pas très fêtarde. » Moi non plus. Il a fait un geste vers la pièce autour de nous. Les lustres en cristal, le doré partout. Mais les apparences comptent dans certains cercles. Je suis Pierre Delacroix. Je sais qui vous êtes. Ça semblait lui faire plaisir. Son expression a changé, est devenue plus intéressée. Et vous êtes... sur le point de partir, j'espère. Un rire sincère lui a échappé. Bref, mais réel. Direct. J'apprécie ça. La plupart des gens ici parlent pendant 10 minutes sans rien dire. Mais vous ne m'avez pas dit votre nom. Non, ai-je concédé, prenant une petite gorgée de champagne pour occuper mes mains. Mon esprit s'emballait. Qu'est-ce que Pierre Delacroix voulait de moi? Nous évoluions dans des mondes complètement différents. Je n'étais personne, une architecte de 28 ans qui avait encore des prêts étudiants et achetait son café en fonction du moins cher. « Vous êtes architecte », a-t-il dit, comme s'il lisait ma confusion. « Je vous ai vu parler avec Julien Chen tout à l'heure. Il a mentionné que vous travailliez dans son cabinet. » Mon estomac s'est noué. Julien était l'un des associés principaux, le patron de ma patronne. Si Pierre Delacroix s'était renseigné sur moi spécifiquement, cela ne pouvait rien signifier de bon. « Oui, et vous êtes quelqu'un sur qui j'ai lu dans la section affaires. Parmi d'autres sections, j'imagine. Pas de honte, pas d'esquive. Il reconnaissait exactement ce qu'il était. Je cherche un architecte pour un projet. Julien a fait l'éloge de votre travail sur la restauration de l'Opéra Garnier. C'est flatteur, mais je suis sûr qu'il y a des personnes plus expérimentées au cabinet qui conviendraient mieux. Je ne veux pas de personnes expérimentées. Je veux quelqu'un avec une vision qui n'est pas encore blasé. Il a sorti une carte de sa poche intérieure de veste, un épais carton noir avec un gaufrage argenté. Dînez avec moi demain soir. Nous pourrons discuter du projet. Ou nous pourrons juste manger et parler. De toute façon, j'aimerais vous revoir. La carte se trouvait entre nous, tendue dans sa main. Je ne l'ai pas prise. Monsieur Delacroix, j'apprécie l'opportunité professionnelle, mais je ne mélange pas les affaires et les intérêts personnels, et je ne suis pas intéressé par un dîner qui ne soit pas strictement professionnel. Qui a parlé d'intérêt personnel? Mais ses yeux disaient tout. La façon dont il me regardait n'était pas professionnelle. C'était affamé, possessif, comme s'il avait déjà décidé que je lui appartenais et attendait juste que je le réalise. Moi, ai-je répondu fermement, je connais votre réputation. Je ne suis pas naïve. Les hommes comme vous ne demandent pas aux femmes comme moi de dîner parce qu'ils veulent discuter de plans architecturaux. Les femmes comme vous, a-t-il répété la phrase lentement, comme s'il la goûtait. Et quel genre de femme pensez-vous être? Le genre qui est assez intelligente pour rester loin des hommes dangereux. Pendant un instant,
quelque chose a traversé son visage. De la surprise, peut-être. De l'intrigue, sans aucun doute. Il a remis la carte dans sa poche et s'est rapproché, assez pour que je puisse sentir son eau de Cologne. Quelque chose de sombre et boisé qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Gardez l'offre professionnelle à l'esprit. Quand vous changerez d'avis sur le dîner et vous changerez d'avis, appelez Julien. Il saura comment me joindre. Je ne changerai pas d'avis. On verra. Il a maintenu mon regard pendant un autre battement de cœur, puis s'est retourné et s'est éloigné. Je l'ai regardé partir, entouré immédiatement de gens qui recherchaient son attention, sa présence, son approbation. Il a disparu dans la foule sans se retourner. J'ai quitté le gala 20 minutes plus tard, m'éclipsant pendant les discours. Dehors, Paris était devenue grise et menaçante. Les premières gouttes de pluie ont frappé mon visage alors que j'atteignais le trottoir, et en quelques secondes, c'est devenu un déluge. Bien sûr, je n'avais pas pris de parapluie. La météo avait annoncé un ciel dégagé. J'ai pressé le pas dans la rue, mes talons claquant sur le pavé mouillé, tenant ma petite pochette au-dessus de ma tête, dans une tentative futile de rester au sec. La pluie a trempé ma robe presque immédiatement, froide et incessante. Je devais atteindre la station de métro à 3 pâtés de maison. Marie, je me suis arrêté, me retournant. Pierre se tenait derrière moi, complètement sec, sous un grand parapluie noir. Sa voiture, une élégante berline noire aux vitres teintées, tournait au ralenti au bord du trottoir, le chauffeur attendant. Comment était-il sorti si vite? Monter dans la voiture, a-t-il dit, ce n'était pas une question. Non, merci, vous êtes trempé. Je survivrai. J'ai recommencé à marcher. Il m'a suivi, tenant le parapluie au-dessus de ma tête. Je me suis délibérément écarté. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, monsieur Delacroix. Il pleut des cordes, vous marchez jusqu'au métro en talons, trempé, et il est presque minuit à Paris. Laissez-moi vous ramener chez vous. J'ai dit non. Je me suis arrêté de nouveau, me tournant pour lui faire face. L'eau coulait sur mon visage, collait mes cheveux à mon crâne, rendait ma robe inconfortablement collante. Mais j'ai croisé son regard directement, refusant de céder. Je ne suis pas intéressé, pas par le dîner, pas par votre voiture, pas par le jeu que vous jouez. Je ne veux rien de vous. Un éclair a déchiré le ciel au-dessus, illuminant son visage d'un blanc cru. Il avait l'air stupéfait. Vraiment, sincèrement stupéfait. Comme si personne ne lui avait jamais dit ces mots auparavant. Peut-être que personne ne l'avait fait. Vous êtes sérieuse, a-t-il dit doucement, la pluie oubliée. Complètement sérieuse. Je suis sûr que vous avez l'habitude que les femmes acceptent tout ce que vous offrez. Mais je ne suis pas l'une d'entre elles. Je sais exactement ce que font les hommes comme vous. Je sais comment vous faites votre argent et qui vous blessez pour conserver votre pouvoir. Alors non, je ne suis pas intéressé. Ni maintenant, ni jamais. Je me suis retourné et me suis éloigné, le laissant sous la pluie, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il allait me briser les côtes. Derrière moi, je n'ai rien entendu. Pas de pas me suivant, pas de voiture roulante à mes côtés, juste le bruit de la pluie frappant le béton et ma propre respiration haletante. Au moment où j'ai atteint la station de métro, je tremblais. Pas de froid, bien que je sois gelé. D'adrénaline, de l'audace pure de ce que je venais de faire. J'avais rejeté Pierre Delacroix. En face, 2 fois. Les 3 jours suivants se sont déroulés normalement. Trop normalement, je suis allé au travail, j'ai assisté à des réunions, j'ai révisé les plans pour des projets en cours. Personne n'a mentionné le gala. Julien ne m'a pas appelé dans son bureau. Tout allait bien, sauf les fleurs. La première composition est arrivée le mardi matin. 2 douzaines de roses blanches dans un vase en cristal, livrées à l'accueil du cabinet, sans carte, sans nom. La réceptionniste me les a apportées à mon bureau avec un sourire entendu. Un admirateur secret. Mauvaise livraison probablement, ai-je répondu, bien que mon estomac se soit serré.
Je savais exactement qui les avait envoyés. Mercredi, des lys, élégants et coûteux. Jeudi, des orchidées. Chaque arrangement plus élaboré que le précédent. Chacun arrivant sans identification. Mes collègues ont commencé à me taquiner sur mes mystérieux soupirants. J'ai jeté chaque bouquet dès que j'ai pu le faire discrètement. J'ai aussi remarqué l'homme au café en face de mon immeuble. Le même type, vêtements différents, toujours là quand je partais le matin et quand je rentrais le soir. Et cette berline noire qui semblait apparaître chaque fois que je marchais plus de quelques pâtés de maison. Ne me suivant pas, évidemment. Pas menaçant, juste présent. Pierre Delacroix me faisait surveiller. C'est ça. Le pressentiment était là, rampant. Vendredi après-midi, Julien m'a convoqué à son bureau. J'ai monté les escaliers menant à l'étage des associés principaux avec une appréhension croissante. Le bureau de Julien donnait sur l'avenue des Champs-Élysées, tout en verre, en acier et en pouvoir. Il s'est levé quand je suis entré, ce qui était inhabituel. Julien ne se levait pas pour les jeunes architectes. « Marie, asseyez-vous s'il vous plaît. » Il a désigné la chaise en face de son bureau. « Je vais aller droit au but. Nous avons un client potentiel, très important, qui vous a spécifiquement demandé pour un projet. » Ma bouche est devenue sèche. « Qui? » Pierre Delacroix. Il cherche à rénover l'hôtel Lutetia, l'établissement boutique de Saint-Germain-des-Prés. C'est un bâtiment historique qui nécessite une restauration délicate et une refonte complète. Il a vu votre travail sur le projet Opéra Garnier et veut que vous dirigiez la conception. Je n'ai pas l'ancienneté nécessaire pour un projet de cette terrain, sauf c'est ce que je lui ai dit. Il a insisté, a dit qu'il voulait une perspective nouvelle, quelqu'un qui comprenne la préservation de l'histoire tout en créant quelque chose de nouveau. Julien s'est penché en avant, son expression sincère. « Marie, notre cabinet est dans une situation financière difficile. Nous avons perdu 3 contrats majeurs ce trimestre. Le projet Lutetia serait significatif. 6 mois de travail, des honoraires substantiels. Cela nous stabiliserait pour l'année prochaine. Vous dites que nous avons besoin de ce contrat. Je dis que cela aiderait énormément, mais... » Il a levé la main. « La décision vous appartient. Je ne vous forcerai pas à travailler avec un client avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. Je connais la réputation de Delacroix. Si vous voulez refuser, je comprendrai. Nous trouverons une autre voie. » J'ai fixé le bureau, le temps de digérer. Pierre m'avait acculé sans jamais me toucher. Si je refusais, mon cabinet souffrait. Les emplois de mes collègues, des gens que j'appréciais et respectais, pourraient être en jeu, mais si j'acceptais, je serais exactement là où il voulait que je sois. C'était un piège, savamment tendu, et mes poings se serraient sous le bureau, hors de sa vue. Mais que feriez-vous à ma place? La survie de mes collègues, mon propre avenir, tout semblait suspendu à ma décision. Si j'accepte le rendez-vous, et je dis lentement, ce sera strictement professionnel. Pas de dîner, pas de conversation personnelle. Purement professionnel. Et je veux tout par écrit. Termes contractuels, portée du projet, calendrier de paiement. Tout clair et documenté. Le soulagement a inondé le visage de Julien. Bien sûr, absolument. Je vais organiser le premier rendez-vous pour lundi. Merci, Marie. Vraiment. Vous nous sauvez. J'ai quitté son bureau, me sentant piégé. Dehors, des nuages noirs s'accumulaient de nouveau sur Paris. La météo annonçait un ciel dégagé pour le lendemain. Mais je n'y croyais plus. Tout avait changé au moment où j'avais dit non sous la pluie et où il avait décidé que mon rejet était un défi qu'il devait gagner. Le lundi matin est arrivé avec une luminosité trompeuse. Je me suis habillé avec soin. Un blazer marine et un pantalon gris, ma tenue la plus professionnelle. J'ai rassemblé mon portfolio, des croquis de la restauration de l'Opéra Garnier et un carnet rempli de questions sur l'hôtel Lutetia. Si je faisais ça, je le ferais bien, purement professionnel. Rien de plus. La réunion était prévue au bureau de Pierre à La Défense,
Un immeuble devant lequel j'étais passé 100 fois sans penser à qui en était propriétaire. Le hall était tout de marbre et de laiton. Des agents de sécurité postés à un bureau qui ressemblait plus à une forteresse. Ils ont vérifié mon identité, passé un appel, puis m'ont dirigé vers un ascenseur privé qui nécessitait une carte clé. La montée fut douce et silencieuse. J'ai vérifié mon reflet dans les portes en acier poli, rentrant une mèche de cheveux derrière mon oreille. Professionnel, détaché, je pouvais gérer une seule réunion. L'ascenseur s'est ouvert directement sur un bureau suite en penthouse. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur Paris, la ville s'étalant dans toutes les directions. L'espace était décoré d'un luxe discret, des meubles en bois foncé, des sièges en cuir, de l'art abstrait qui coûtait probablement plus que mes prêts étudiants. Une femme d'une cinquantaine d'années était assise à un bureau d'accueil, son expression agréable mais évaluative. « Mademoiselle Reed, Monsieur Delacroix vous attend. » J'ai traversé le tapis épais, frappé une fois à la porte et suis entré. Pierre se tenait près des fenêtres, un téléphone pressé contre son oreille, parlant dans ce qui ressemblait à de l'italien. Il a levé un doigt, me demandant d'attendre, et a conclu sa conversation. Quand il s'est tourné vers moi, j'ai été frappé de nouveau par sa présence imposante. Costume sombre, chemise blanche ouverte au col, cheveux rejetés en arrière, ses yeux ambre-brun fixés sur les miens avec une concentration immédiate. « Marie, merci d'être venue. » Il a fait un geste vers une table de conférence où des plans d'architecte étaient déjà étalés. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Puis-je vous offrir quelque chose? Café? Eau? Je vais bien. Discutons du projet. » Si ma froideur le dérangeait, il ne le montrait pas. Il s'est assis en face de moi, assez près pour être engagé, mais respectant de mon espace. L'hôtel Lutetia, construit en 1910, classé monument historique, 28 chambres actuellement en très mauvais état. Je l'ai acquis il y a 6 mois. La structure est saine, mais tout le reste nécessite des travaux. Je veux restaurer les détails d'époque tout en modernisant la fonctionnalité. Un hôtel de luxe boutique, une destination qui rende hommage à ce qu'il était tout en le rendant pertinent aujourd'hui. Il a glissé un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des photographies du bâtiment, de l'extérieur et de l'intérieur. Je les ai étudiées, mon intérêt professionnel s'éveillant malgré moi. Le Lutetia était magnifique d'une manière fanée. Des détails art déco à peine visibles sous des décennies de négligence. Des moulures, des sols en terrazzo. Un grand escalier qui pouvait être spectaculaire avec une restauration appropriée. Le budget, ai-je demandé? 8 millions, flexible si la conception le justifie. Le calendrier est négociable. Je me soucie plus de la qualité que de la rapidité. Il s'est adossé à sa chaise, me regardant examiner les photos. Julien a dit que vous compreniez la préservation, que vous voyez l'âme des bâtiments, pas seulement les surfaces. Le projet Opéra Garnier m'a beaucoup appris sur l'équilibre entre l'intégrité historique et les besoins modernes. J'ai sorti mon bloc-notes. Si j'accepte ce projet, j'aurai besoin d'un accès complet au bâtiment, des rapports structurels, de la documentation historique. Je voudrais consulter des spécialistes de la préservation. Et tout devra être dûment contractuel. Portée, livrable, conditions de paiement, limites de révision, tout par écrit. Bien sûr, absolument. Mes avocats rédigeront tout ce dont vous avez besoin. Il a marqué une pause. C'est purement professionnel pour vous. C'est ce que j'ai dit. Et si je vous invitais à dîner après cette réunion, vous diriez non. Je le ferai. Pourquoi? Aucune agressivité dans la question. Juste une curiosité sincère. Vous êtes attiré par moi, je le vois. La façon dont votre pouls s'emballe quand je m'approche trop. Comment vous évitez le contact visuel quand vous êtes entré pour la première fois? Alors pourquoi cette résistance? La chaleur m'a envahi le visage. Parce que l'attirance ne suffit pas à prendre de stupides décisions. Je sais ce que vous êtes, Monsieur Delacroix. Je connais le genre de vie que vous menez. S'impliquer avec vous serait dangereux et compliqué.
et j'ai déjà suffisamment de complications. Pierre, a-t-il corrigé. Si nous travaillons ensemble, appelez-moi Pierre. Et vous avez raison, ce serait compliqué. Mais je suis patient. Il s'est levé, tendant la main. Bienvenue sur le projet, Marie. J'ai hâte de voir ce que vous allez créer. J'ai serré sa main brièvement, ignorant la chaleur de sa peau, la façon dont ses doigts se sont attardés juste un instant de plus que nécessaire. J'aurai besoin d'une semaine pour tout examiner et développer des concepts initiaux. Ensuite, nous pourrons planifier une réunion de suivi. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Mon assistante vous donnera ses coordonnées. Tout ce dont vous avez besoin, demandez-le. La réunion s'est conclue professionnellement. Je suis parti avec le dossier, une clé USB de documentation supplémentaire et une carte de visite de l'assistante de Pierre. Rien d'inapproprié ne s'était passé. Il avait été parfaitement respectueux. Alors pourquoi avais-je l'impression d'avoir fait un pacte avec le diable? La première semaine de travail m'a dévoré. Je visitais le Lutetia tous les 2 jours, mesurant les espaces, photographiant les détails, discutant avec l'inspecteur en bâtiment des problèmes structurels. L'hôtel était un joyau qui attendait d'être poli. J'ai rempli 3 carnets de croquis d'idées, restant tard au bureau pour affiner les concepts. Vers la 2e semaine, j'ai remarqué le schéma. Chaque fois que je visitais le Lutetia, Pierre apparaissait. Pas immédiatement, pas ostensiblement, mais dans les 20 minutes suivant mon arrivée, il serait là. Se promenant pour sa propre inspection, examinant les plans de sécurité avec les entrepreneurs, vérifiant les calendriers de rénovation du bâtiment voisin qu'il possédait apparemment aussi. « C'est drôle de vous voir ici », ai-je remarqué la 3e fois que cela s'est produit, ne croyant pas à la coïncidence. Je suis propriétaire de l'immeuble. Où d'autre serais-je? Mais il y avait de l'amusement dans sa voix, la reconnaissance que nous savions tous les deux exactement ce qu'il faisait. La 4e visite, il m'a apporté un café. Ma commande exacte, un latte vanille avec un shot supplémentaire, la boisson spécifique que j'achetais tous les matins au chariot près de mon appartement. « Comment saviez-vous? » ai-je demandé, l'acceptant malgré moi parce que j'avais sauté le petit déjeuner et que j'avais besoin de caféine. Coupe de chassos. Vous m'avez fait suivre. Vous connaissez ma commande de café? Probablement où j'habite, toute sur ma routine. Je suis minutieux sur les projets dans lesquels j'investis. Il ne l'a pas nié, et les personnes qui m'intéressent. C'est exactement ce dont je parlais. Les limites, Pierre. Vous ne pouvez pas simplement m'enquêter comme si j'étais une acquisition commerciale. Préféreriez-vous que je fasse semblant de ne pas remarquer les choses, que je ne vois pas comment vous prenez votre café, ou que vous soyez gauchère, ou que vous fredonniez inconsciemment quand vous esquissez quelque chose que vous aimez vraiment? Il s'est rapproché. Je fais attention, Marie. C'est différent de la surveillance. Je voulais argumenter, fixer des limites plus claires, mais une partie de moi était perturbée de ne pas complètement m'en offusquer. Personne ne m'avait accordé autant d'attention depuis des années. Vraiment vu, remarqué de petits détails, prêté attention à mes préférences. Il était si attentif, si présent. Et moi, je passais mes journées à chercher l'inspiration pour des détails anciens, des motifs, des textures, et lui, il cherchait mes détails, mes habitudes, mes petites manies. C'était intrusif, bien sûr, mais aussi, bizarrement, un peu excitant. Il me voyait, vraiment. J'ai du travail, ai-je dit à la place, me retirant au 2e étage de l'hôtel pour mesurer les dimensions des fenêtres. Le schéma a continué. Pierre réorganisait son emploi du temps pour correspondre aux miennes, j'ai réalisé après la 2e semaine. Les réunions au Lutetia coïncidaient toujours avec mes visites de chantier. Il posait des questions qui semblaient professionnelles, mais qui sondaient ma vie personnelle. Où avait-elle étudié l'architecture? Qu'est-ce qui lui avait fait choisir cette carrière? Avait-elle de la famille à Paris? Je gardais mes réponses minimales, professionnelles, en me protégeant. Mais je me retrouvais à attendre leur conversation malgré ma raison. Il était intelligent,
réellement intéressé par le processus de conception et révélait occasionnellement des aperçus d'un humour sec qui me surprenait. C'était comme si chaque rencontre était une danse délicate entre le professionnel et l'intime, un pas en avant, un pas en arrière. C'était fatigant, mais aussi étrangement captivant. Moment, ici je dois faire une pause. C'était tellement bizarre, vous savez. Le genre de truc qui vous ferait lever les yeux au ciel dans un film, mais qui en fait se passait vraiment. Je veux dire, ce type, Pierre, il était l'archétype du mauvais garçon riche, puissant, un peu effrayant. Et moi, la petite architecte qui essayait juste de joindre les deux bouts et de construire une carrière décente. Logiquement, je devrais courir. Loin, très loin. Mais il y avait quelque chose, une sorte d'aimant étrange. Il ne jouait pas. Il était direct, brutalement honnête à sa manière, même quand c'était de la surveillance déguisée en attention. C'était déroutant parce que personne n'avait jamais fait ça avec moi. C'était tellement en dehors de mon monde que j'avais du mal à le comprendre. C'était une sorte de mélange d'irritation, de fascination et d'une peur persistante. Peur de quoi? De lui ou de ce que je commençais à ressentir? C'était un tourbillon, et je n'avais aucune idée de comment naviguer dans ce truc. 3 semaines après le début du projet, lors d'une de mes visites de chantier, Pierre était au téléphone près de l'entrée de l'hôtel quand je suis arrivé. Sa voix était basse mais tendue, parlant de nouveau en italien. J'ai saisi des mots ça et là, mes 2 années d'italien universitaire offrant une traduction minimale. Territoire, respect, conséquence. Quand il a terminé l'appel, son expression était plus dure que d'habitude. Tout va bien? Ai-je demandé avant d'y réfléchir à 2 fois. Complications commerciales, rien dont vous ayez à vous soucier. Mais il s'est frotté la tempe, la frustration évidente. Certaines personnes ne comprennent pas les limites, ne respectent pas les territoires établis. Elles poussent jusqu'à ce que quelque chose repousse plus fort. Ça a l'air stressant. C'est en cours de traitement, il m'a regardé et quelque chose dans son expression s'est adouci. Montrez-moi ce sur quoi vous avez travaillé. J'aurais besoin de distraction. Ah, j'étais sa distraction. J'ai pensé ça, mais n'ai rien dit. Je lui ai montré mes derniers croquis, des plans de restauration pour le hall qui préserverait le terrazzo original, tout en modernisant l'éclairage et les zones de réception. Il les a étudiés avec une concentration sincère, posant des questions réfléchies, et pendant une demi-heure, nous n'étions que 2 personnes discutant d'un projet qui nous tenait à cœur. Et c'était étrangement apaisant. Il y avait une paix dans le travail partagé, une compréhension mutuelle qui dépassait les questions de pouvoir et d'argent. Parfois, quand je n'arrivais pas à dormir la nuit, je pensais à mon père, à la façon dont il disait toujours « Ne fais confiance à personne qui a l'air trop parfait ». Il parlait des marchands au marché, des bonimenteurs, mais maintenant, je le comprenais différemment. Le luxe, les promesses, tout semblait trop beau avec Pierre, trop parfait. Et le parfait n'existe pas. Ça, je l'avais appris à la dure avec Sébastien. C'était ce que cette voix insistante dans ma tête me répétait chaque fois que je le voyais, chaque fois qu'il m'apportait un café que je n'avais pas commandé. Le passé nous hante de ces petites leçons, n'est-ce pas? 4 semaines plus tard, tout s'est écroulé. J'étais au bureau un mercredi après-midi, finalisant les plans structurels avec l'équipe d'ingénieurs, quand des cris ont éclaté du côté de l'accueil. J'ai levé les yeux de mon bureau, échangeant des regards confus avec mes collègues. Je sais qu'elle est là. Marie, sors d'ici. Mon sang s'est glacé. Je connaissais cette voix. Sébastien, mon ex-petit ami d'il y a 3 ans, celui qui m'avait laissé avec des dettes et des problèmes de confiance avant de disparaître. Que faisait-il ici? Je me suis levé, mes jambes tremblant, et me suis dirigé vers l'accueil. Sébastien se tenait près du bureau, échevelé et agressif, son visage rouge de colère. Il avait pris du poids depuis la dernière fois que je l'avais vu, ses vêtements froissés, ses yeux un peu fous. La réceptionniste avait l'air terrifiée.
Sébastien, tu dois partir, ai-je dit, essayant de garder ma voix ferme. Mes collègues étaient sortis de leur bureau, observant la scène. Pas avant qu'on règle les comptes, Nat. Tu me dois 15 000 euros. Tu te souviens de ce prêt? Il est temps de payer. Quel prêt? J'étais stupéfaite. Je ne t'ai jamais emprunté d'argent. Le prêt personnel d'il y a 3 ans. J'ai les documents. Il a sorti des papiers froissés de sa veste, les agitant. Tu as signé. Maintenant, j'ai besoin de mon argent, plus les intérêts. C'était insensé. Je n'avais jamais rien signé, jamais emprunté un centime à Sébastien. Je ne sais pas de quoi tu parles. S'il te plaît, pars avant que j'appelle la sécurité. Ne joue pas avec moi. Il s'est avancé vers moi, sa voix montant. Je sais que tu travailles pour un riche maintenant. Tu gagnes bien ta vie. Tu peux te permettre de payer ce que tu dois. Arrête d'être difficile et fais un chèque. Julien est sorti de son bureau comprenant la situation. Monsieur, je vais devoir vous demander de partir immédiatement ou j'appellerai la police. Occupez-vous de vos affaires, vieux. C'est entre elle et moi. L'agressivité de Sébastien a augmenté. Il s'est rapproché de moi. J'ai reculé instinctivement, mon cœur martelant. Quelque chose n'allait pas avec lui. Ses pupilles étaient dilatées, ses mouvements saccadés. Drogue peut-être, ou désespoir. L'ascenseur a sonné. Pierre en est sorti, flanqué d'Antoine, l'homme aux cheveux gris que j'avais vu au gala. Pierre a immédiatement compris la scène, son expression devenant froide et dangereuse d'une manière qui semblait faire chuter la température. « Marie, sa voix a coupé l'attention. Vous avez une réunion prévue avec moi. Maintenant. »« Pierre, je peux gérer ça, » j'ai commencé à dire. « Qui êtes-vous, bordel ?» a exigé Sébastien. Pierre n'a pas répondu. Il a regardé Antoine et a fait un geste vers Sébastien d'un mouvement subtil. Antoine s'est approché de Sébastien avec la confiance décontractée de quelqu'un qui avait géré des ivrognes agressifs 1 millier de fois. Sophie, une collègue, m'a raconté plus tard ce qu'elle a vu. Elle était un peu à l'écart, près de la machine à café, figée comme tout le monde. D'après elle, Antoine s'est approché de Sébastien, sans précipitation, d'un air presque blasé. « Allons faire un tour dehors, l'ami. Calmez-vous un peu. » Il a dit ça avec un sourire qui ne laissait aucun doute. Pas un sourire amical, non, plutôt le genre qui annonce des ennuis. Sébastien a tenté de se débattre, mais Antoine était comme un roc. Il lui a posé une main sur l'épaule, sans violence, mais avec une force évidente, m'a dit Sophie. Puis la deuxième main. Et Sébastien, malgré toute sa rage, a été poussé vers l'ascenseur, impuissant. Il criait, jurait, mais Antoine le contrôlait complètement. C'était fascinant et effrayant à la fois de voir une telle maîtrise de la situation. C'est sûr, personne n'oublierait ce moment au bureau. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur ses cris. Le silence a rempli le bureau. Tout le monde me fixait. Julien avait l'air préoccupé, mes collègues choqués, et Pierre est resté parfaitement immobile près du bureau d'accueil, me regardant avec ses yeux noirs intenses. « Julien, je suis tellement désolé. » ai-je commencé. « Je ne sais pas pourquoi il est venu ici. Je ne lui dois rien. »« C'est bon, nous allons gérer ça. Vous allez bien? »« Je vais bien, juste embarrassé. »« Venez avec moi, » a dit Pierre doucement. « Ce n'est pas une demande, nous devons parler. » J'ai voulu refuser, affirmer mon indépendance. Mais mes mains tremblaient et mes collègues continuaient de me regarder. J'ai suivi dans la salle de conférence, loin des regards indiscrets. Dès que la porte s'est refermée, je me suis retourné contre lui. Vous n'aviez pas le droit d'intervenir. J'aurais pu gérer Sébastien moi-même. Vraiment? Parce que de là où j'étais, il devenait de plus en plus agressif et vous reculiez. La voix de Pierre était calme mais ferme. Qui est-il? Mon ex-petit ami. Nous avons rompu il y a 3 ans. Je ne l'ai plus revu ni entendu parler de lui depuis. Et il prétend que vous lui devez de l'argent. C'est un mensonge. Je n'ai jamais rien emprunté. Il est probablement endetté envers quelqu'un d'autre et essaie de m'arnaquer.
J'ai pressé mes mains sur mon visage, respirant profondément. C'est humiliant. Mon patron, mes collègues, tout le monde a vu ça. Personne ne s'en souviendra la semaine prochaine. Et Sébastien ne vous dérangera plus. Quelque chose dans son ton m'a fait lever la tête brusquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'Antoine lui explique très clairement que revenir ici serait une grave erreur. Pierre, qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas simplement menacer les gens pour moi. Je n'ai pas demandé votre aide. Vous n'aviez pas à demander. Il s'est rapproché. Quelqu'un a été agressif envers vous, vous mettant mal à l'aise et effrayé. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas votre travail de me protéger. Peut-être pas, mais je le fais quand même. 2 jours se sont écoulés avant que je n'aie de nouveau des nouvelles de Pierre. Je m'étais jeté à corps perdu dans le projet Lutetia, travaillant tard le soir pour éviter de penser à l'incident Sébastien. Mes collègues avaient cessé d'en parler, mais je ressentais toujours la gêne résiduelle chaque fois que je passais par la réception. Jeudi soir, Pierre m'a appelé sur mon portable. J'ai fixé l'écran pendant 3 sonneries avant de répondre. Comment avez-vous eu ce numéro? Votre carte de visite le mentionne. J'ai besoin de vous expliquer quelque chose à propos de Sébastien. Pouvons-nous nous rencontrer? Quelque part de neutre, un café de votre choix. J'ai presque refusé, mais je devais savoir ce qui s'était passé, ce qu'Antoine avait fait dans ce parking. Il y a un café sur l'avenue Kléber et la rue Boissière. Demain matin, 7h30, j'y serai. Il était déjà assis quand je suis arrivé, 2 tasses de café sur la table, mon latte vanille, le sien noir. Je me suis assise en face de lui, ne touchant pas la boisson. La lumière du matin traversait les fenêtres, rendant ses yeux foncés plus clairs, plus ambrés que bruns. Il était habillé de façon décontractée, jeans et pull sous une veste en cuir, et d'une certaine manière, il paraissait plus dangereux ainsi que dans ses costumes coûteux. « J'ai fait enquêter sur Sébastien », a dit Pierre sans préambule. « Au moment où il s'est présenté à votre bureau, j'ai voulu savoir qui il était et ce qu'il voulait réellement. Je m'excuse d'avoir envahi votre vie privée, mais je ne suis pas désolé de l'avoir fait. » Bien sûr que non. J'ai enveloppé mes mains autour de la tasse de café, ayant besoin de sa chaleur. Qu'avez-vous trouvé? Sébastien Bernard, 32 ans, sans emploi depuis 8 mois. Il doit 47 000 € à divers prêteurs sur gage de la ville. La documentation qu'il vous a agitée était falsifiée. Vous n'avez jamais rien signé. Il essayait de vous arnaquer parce qu'il est désespéré et à bout d'options. Mon estomac s'est tordu. Alors il m'a juste choisi au hasard? Non, il savait que vous travailliez sur un projet très médiatisé avec moi. Les choses se savent dans certains milieux. Il pensait que vous le paieriez pour qu'il parte discrètement plutôt que de provoquer d'autres scènes. Qu'est-ce qu'Antoine lui a fait? L'expression de Pierre est restée neutre. Il a eu une conversation. Expliqué que continuer à vous harceler aurait des conséquences. Sébastien a jusqu'à lundi pour quitter Paris. Antoine a également organisé le regroupement de ses dettes auprès d'un prêteur plus légitime. Quelqu'un qui ne lui brisera pas les jambes, mais qui fera une saisie sur salaire une fois qu'il aura trouvé un emploi ailleurs. Il n'est plus une menace. J'ai digéré tout cela. Une partie de moi voulait être furieuse de la manipulation, de la façon dont Pierre avait simplement résolu mon problème sans demander. Mais une plus grande partie a ressenti un soulagement écrasant. Sébastien était parti. Je n'aurais pas à regarder par-dessus mon épaule ou à craindre qu'il ne réapparaisse. Vous ne pouvez pas simplement régler mes problèmes sans permission. Je sais. Il a marqué une pause, mais je l'ai faite quand même. Il s'est penché en avant, les coudes sur la table. J'ai enquêté sur votre passé pour des raisons pratiques, Marie. Quand quelqu'un dans ma position s'intéresse à quelqu'un, je dois savoir qui est dans sa vie, qui pourrait l'utiliser pour m'atteindre, quelle vulnérabilité existe. Ce n'est pas personnel, c'est une question de survie. Tout cela me semble très personnel. Vous avez raison, ça l'est. Pas d'esquive, aucune excuse.
Je m'intéresse à vous d'une manière qui n'a rien à voir avec l'architecture ou les affaires. Je pense à vous constamment. Je réarrange mon emploi du temps pour vous voir. Je remarque tout de vous parce que j'en ai envie. Et oui, j'ai enquêté sur vous parce que je devais savoir s'il y avait des menaces que je devais traiter. C'est ce que je suis. Je ne m'excuserai pas de protéger ce qui me tient à cœur. La chaleur m'a envahi le visage. La franchise de sa confession m'a laissé momentanément sans voix. J'ai finalement pris une gorgée de café, ayant besoin de faire quelque chose. C'est exactement pourquoi j'ai dit non. Vous opérez dans un monde complètement différent, avec des règles complètement différentes. Je ne peux pas simplement accepter que vous enquêtiez sur les gens, fassiez disparaître les problèmes, contrôliez les situations. Ce n'est pas normal. Je n'ai jamais prétendu être normal. Sa voix s'est adoucie, mais j'ai été respectueux. Je n'ai pas dépassé ce avec quoi vous étiez à l'aise. Nous travaillons ensemble professionnellement. Rien de plus, parce que c'est ce que vous vouliez. Et les commandes de café, les fleurs, apparaître chaque fois que je suis au Lutetia, de l'attention, de l'intérêt, passe de l'efforce. Il a maintenu mon regard. Si vous voulez vraiment que j'arrête, dites le mot. Je resterai à distance. Le projet continuera avec une autre supervision. Vous ne me reverrez jamais. Mais il faut que vous le pensiez vraiment, Marie. Ne le dites pas parce que vous pensez que vous devriez. Dites-le parce que vous voulez vraiment que je parte. J'ai ouvert la bouche pour faire exactement cela. Les mots ne sont pas venus. Parce que malgré tout, malgré le danger et les complications et la folie pure d'être impliqué avec Pierre Delacroix, je ne voulais pas qu'il parte. Pas complètement. Je ne sais pas ce que je veux, ai-je admis doucement. Vous me faites peur, non pas parce que je pense que vous me feriez du mal, mais parce que je suis attiré par vous, et ça me donne l'impression d'être au bord d'une falaise. Alors ne sautez pas encore, laissez-moi juste me tenir à côté de vous. Il a tendu la main sur la table, paume ouverte, offrant. Continuez à travailler sur le Lutetia. Laissez-moi faire partie de votre vie de la manière qui vous convient. Pas de pression, pas d'attente, juste une possibilité. J'ai regardé sa main, des doigts forts, des phalanges marquées, cette lourde chevalière. La prendre signifiait accepter quelque chose contre quoi je me battais depuis des semaines. Je l'ai prise quand même. Ses doigts se sont refermés autour des miens, chauds et sûrs, et quelque chose en moi s'est relâché. Mon cœur s'est emballé, mais cette fois-ci, ce n'était pas seulement de la peur. Le projet a avancé régulièrement au cours des 2 semaines suivantes. Mes conceptions pour le Lutetia ont été approuvées avec enthousiasme. J'ai coordonné avec les entrepreneurs, les spécialistes de la préservation et les décorateurs d'intérieur. Pierre a assisté aux réunions mais a gardé une distance appropriée, professionnelle mais présent. La tension entre nous était constante, tacite mais reconnue. 3 semaines après l'incident Sébastien, j'ai rencontré un blocage créatif. L'espace restaurant de l'hôtel avait besoin de quelque chose de spécial, quelque chose qui capture la période Art déco tout en étant contemporain. J'avais esquissé des dizaines de concepts, aucun ne me semblait juste. Lors de notre réunion de progrès hebdomadaire, j'ai exprimé ma frustration. J'ai besoin d'inspiration, ai-je dit, étalant mes croquis inadéquats sur la table de conférence de Pierre. Des références historiques qui ne viennent pas de Paris. La ville a été étudiée à mort. J'ai besoin de voir l'architecture d'époque dans un contexte différent. Pierre a étudié les croquis pensivement. J'ai une propriété à Bordeaux, quartier historique. Plusieurs bâtiments des années 1920 bien conservés, même époque. Interprétations régionales différentes. Cela vous aiderait-il? Probablement. Je pourrais y aller pour un week-end, prendre des photos, étudier les détails. Je vous emmène ce week-end si vous êtes disponible. Pierre, je peux réserver mon propre vol. J'y vais de toute façon. Des affaires que je dois gérer là-bas. Nous prendrons mon avion. Vous faites vos recherches. Je gère mes réunions. Efficace. Il a marqué une pause.
À moins que vous ne soyez mal à l'aise de voyager avec moi. Je devrais l'être. Un voyage en solitaire avec lui, en dehors de Paris, franchir encore plus de limites. Mais l'opportunité professionnelle était légitime. L'architecture historique de Bordeaux serait parfaite pour ce dont j'avais besoin. C'est purement pour le projet. Absolument, purement professionnel. Samedi matin, une voiture est venue me chercher à 6 heures. J'avais fait une valise légère, un sac de nuit avec des vêtements et mon équipement photo. Le trajet jusqu'à l'aéroport du Bourget a été fluide, assez tôt pour éviter le trafic. Je n'avais jamais été dans un terminal d'aviation privé auparavant. Pas de file d'attente de sécurité, pas de foule, juste des salons élégants et un personnel efficace. Pierre attendait près d'un jet élégant, parlant à nouveau au téléphone en italien. Quand il m'a vu, il a mis fin à l'appel et a souri. « Prête pour votre voyage de recherche? »« Cet avion est à vous? »« Loué, mais oui, essentiellement. Venez, nous voulons arriver avant midi. » L'intérieur était luxueux mais sobre. Sièges en cuir, bois poli, de l'espace pour se déplacer. Pierre m'a guidé vers un siège près de la fenêtre et a pris celui en face de moi. En 20 minutes, nous étions en vol, Paris rétrécissant sous nous. « Vous avez l'air nerveuse, » a observé Pierre. « Je n'ai jamais pris d'avion privé auparavant. C'est surréaliste. »« Vous vous y habituerez. » Il a sorti son ordinateur portable. « J'ai du travail à rattraper. Il y a du café, de la nourriture dans la cuisine si vous voulez quelque chose. Mettez-vous à l'aise. » Je l'ai fait, finalement. Le vol a été doux, silencieux, rien à voir avec les voyages commerciaux. Je me suis surprise à me détendre, regardant les nuages passer, attrapant parfois Pierre en train de me regarder au lieu de son écran. Chaque fois que nos regards se croisaient, une étincelle électrique jaillissait d'entre nous. Nous avons atterri à Bordeaux juste avant midi, l'humidité nous frappant comme un mur à l'ouverture de la porte de la cabine. Une voiture attendait, nous conduisant dans le quartier historique où les maisons du 19e siècle bordaient les rues pavées, magnifiques, atmosphériques, imprégnées d'histoire. Les bâtiments que j'ai mentionnés sont à distance de marche les uns des autres, a dit Pierre pendant que nous roulions. Je vais vous montrer où. Ensuite, j'ai des réunions cet après-midi. Nous pourrions nous retrouver pour dîner ce soir, comparer nos notes. Il avait réservé des chambres dans un hôtel-boutique, des hébergements séparés sans question. Je me suis enregistré, j'ai mis quelque chose de plus adapté à la chaleur de Bordeaux et j'ai passé l'après-midi à photographier des détails architecturaux. Colonnes, ferronneries, moulures, motifs de sol, tout ce dont j'avais besoin pour l'inspiration. L'interprétation bordelaise de l'Art déco était plus douce que celle de Paris, plus influencée par l'esthétique du Sud, exactement la perspective qui me manquait. Le dîner, ce soir-là, a eu lieu dans un restaurant avec vue sur l'eau, calme, intime, des tables espacées pour l'intimité. Nous avons discuté du projet, de mes photographies, de ces réunions d'affaires. Une conversation facile qui semblait naturelle malgré la conscience sous-jacente l'un de l'autre. « Comment se sont passées vos réunions? » ai-je demandé devant des fruits de mer qui avaient un goût frais et parfait. Compliqué. Un de mes concurrents s'est étendu sur des territoires qui ne sont pas les siens, causant des problèmes, faisant des mouvements qui pourraient dégénérer en quelque chose de laid. L'expression de Pierre s'est assombrie. Victor Beaumont. Nous avons eu un accord pendant des années sur les limites. Récemment, il a décidé que cela ne s'appliquait plus. Est-ce dangereux? Cela pourrait l'être. Il a des relations ici, des gens qui lui doivent des faveurs. Une partie de la raison pour laquelle je voulais venir personnellement. Rappeler à chacun où les loyautés devraient se situer. Il m'a regardé sérieusement. Une partie de la raison pour laquelle je voulais que vous soyez avec moi. Vous garder près de moi me semblait plus sûr que de vous laisser à Paris où je ne pouvais pas vous voir. Vous pensez que je suis en danger? Je pense que toute personne associée à moi pourrait devenir un levier si quelqu'un le voulait vraiment. Beaumont joue salement quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Vous avoir ici sous ma protection élimine des variables que je ne peux pas contrôler chez moi.
Les aveux m'ont donné des frissons malgré la soirée douce. C'était son monde, où les gens devenaient des pièces d'échecs, où la protection signifiait une menace potentielle. Peut-être que j'aurais dû rester à Paris. Peut-être. Mais vous êtes là maintenant, et je vous promets que rien ne vous arrivera tant que vous serez avec moi. Après le dîner, nous avons marché le long du front de mer. Le port de Bordeaux s'étirait sombre et paisible, les lumières se reflétant sur les douces vagues. L'air sentait le sel et des fleurs. Ma garde s'est abaissée progressivement, la distance de Paris créant un espace pour l'honnêteté. Racontez-moi votre enfance, ai-je dit impulsivement. Comment devient-on vous? Pierre est resté silencieux un long moment, les mains dans les poches, le regard sur l'homme. Mon père dirigeait une petite entreprise de construction. Des affaires légitimes, mais il devait de l'argent aux mauvaises personnes. Quand j'avais 14 ans, ils sont venus le chercher. L'ont violemment battu, ont menacé ma mère. Ont fait comprendre ce qui se passerait si les dettes n'étaient pas payées. Mon père ne pouvait pas couvrir ça, alors je l'ai fait. Comment? J'ai commencé à faire des courses pour les gens à qui il devait de l'argent. Des petites choses au début, des livraisons, des messages, fermer les yeux quand il le fallait. Il s'est avéré que j'étais bon, intelligent, fiable, prêt à faire ce qui était nécessaire. À 16 ans, je gagnais plus que mon père. À 20 ans, j'avais remboursé ses dettes et commencé à bâtir ma propre opération. Vos parents devaient être horrifiés. Ils étaient pragmatiques. Mon père est mort quand j'avais 22 ans. Crise cardiaque due au stress. Ma mère vit en Côte d'Azur maintenant. Confortablement, en sécurité, prise en charge. Elle ne pose pas de questions sur la façon dont je finance son style de vie. C'est l'accord que nous avons. J'ai absorbé cela, donc vous n'avez pas choisi cette vie. C'est elle qui vous a choisi. J'ai choisi de survivre. Tout le reste a suivi. Il a cessé de marcher, se tournant pour me faire face. Dans mon monde, montrer de la faiblesse vous tue. Hésiter coûte tout. J'ai appris jeune que le pouvoir et le contrôle signifiaient la sécurité. C'est ce que j'ai construit. Un empire où je fais les règles, où les menaces peuvent être éliminées avant de devenir des problèmes. Ça a l'air solitaire. Ça l'est. Une simple admission. Aucune défensive. La plupart des gens dans ma vie veulent quelque chose de moi. Pouvoir, argent, protection, accès. Ils sont loyaux parce que cela leur profite. Pas parce qu'ils se soucient. Vous êtes différente. Vous ne voulez rien de ce que j'ai. Vous seriez plus heureuse si je disparaissais. C'est incroyablement attirant. J'ai ri malgré moi. C'est une logique tordue. Peut-être, mais c'est honnête. Il a levé la main, ses doigts effleurant ma joue avec une douceur qui contrastait avec tout ce qu'il venait de décrire. Vous me voyez comme un homme, pas une position. Vous avez dit non quand tout le monde dit oui. Vous me défiez, me frustrez. Vous me donnez envie d'être meilleur que je ne le suis. Comment suis-je censé m'éloigner de ça? J'ai eu le souffle coupé. Nous étions proches maintenant, la chaleur de sa main sur mon visage se répandant dans tout mon corps. L'eau clapait doucement derrière nous. La nuit semblait suspendue, comme si le temps s'était arrêté spécifiquement pour ce moment. Je pouvais l'embrasser. Il attendait que je fasse ce choix, me donnant le contrôle même maintenant. Je me suis reculé. Nous devrions retourner à l'hôtel. Vol tôt demain. Une déception a traversé son visage, mais il a hoché la tête. Bien sûr. Le retour a été plus calme, chargé de ce qui ne s'était pas passé. À l'hôtel, nous nous sommes séparés dans le couloir entre nos chambres. Merci de m'avoir amené ici, ai-je dit. La recherche était exactement ce dont j'avais besoin. À tout moment, vraiment. Il a hésité, puis s'est penché et m'a embrassé le front, bref et chaste. Bonne nuit, Marie. J'ai à peine dormi. Mon esprit rejouait la soirée, ses confessions, le moment au bord de l'eau où j'avais presque laissé tomber mes barrières. Au matin, j'avais renforcé mes murs. C'était trop dangereux, trop compliqué. Je devais maintenir une distance professionnelle. Le vol de retour vers Paris a été agréable,
mais prudemment neutre. Nous avons discuté du projet, le calendrier pour la prochaine phase, les réunions avec les futurs entrepreneurs. Rien de personnel. Au moment où nous avons atterri, je m'étais convaincu d'avoir fait le bon choix en reculant. Lundi matin au bureau, ma collègue Sophie s'est arrêtée à mon bureau. Tu as entendu? Tu as été promue, directrice associée, avec effet immédiat. Mon estomac s'est serré. Quoi? Personne ne m'a dit. Julien l'a annoncé ce matin. Apparemment, il y a eu une forte recommandation d'un consultant externe concernant ton travail. Félicitations. Je suis allé directement au bureau de Julien. Il a levé les yeux avec une expression satisfaite. Marie, félicitations pour la promotion. Bien mérité. Votre travail sur le Lutetia a été exceptionnel. Qui m'a recommandé? Pierre Delacroix. Il a fait l'éloge de vos capacités auprès des associés principaux. A dit que vous étiez l'architecte la plus talentueuse avec laquelle il avait travaillé, que le cabinet devrait reconnaître et investir dans ce talent avant qu'un concurrent ne le fasse. Julien rayonnait. C'est un véritable plébiscite. La fureur a jailli dans ma poitrine. Je dois refuser la promotion. L'expression de Julien s'est affaissée. Refuser? Mais pourquoi? Parce que je dois gagner mes postes par mon propre mérite, pas parce qu'un client tire les ficelles. J'ai gardé ma voix stable avec effort. J'apprécie la confiance, mais je ne peux pas accepter cela. J'ai quitté le bureau de Julien et j'ai appelé Pierre immédiatement. Nous devons parler. Maintenant. Je suis en réunion, cela peut-il attendre? Non, votre bureau, dans 30 minutes. Je l'ai entendu s'excuser, des voix en arrière-plan s'estompant. Marie, qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez exactement ce qui ne va pas. 30 minutes. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Je suis arrivé à l'immeuble de Pierre 35 minutes plus tard, ma colère s'étant intensifiée pendant le trajet en métro. J'ai contourné la réceptionniste avec une explication abrupte et a y pris l'ascenseur privé. Pierre m'attendait à l'ouverture des portes, veste enlevée, manches retroussées, l'expression méfiante. Et c'est là que j'ai fait ce que je vous ai raconté au tout début. J'ai jeté le dossier et je l'ai confronté, le cœur battant à toute rompre. Je suis une architecte, Pierre, pas une marionnette. Il est resté silencieux un long moment, digérant mes mots. Puis, lentement, il s'est enfoncé dans sa chaise de bureau, quelque chose de défait s'inscrivant dans sa posture. Vous avez raison. L'aveu m'a prise au dépourvu. Quoi? Vous avez raison. J'ai franchi des lignes que j'avais promis de ne pas franchir. Je me suis dit que je vous protégeais, que j'aidais votre carrière, mais en réalité, j'essayais de vous garder près de moi par tous les moyens. Ce n'est pas du respect, c'est du contrôle. Il a levé les yeux vers moi et pour la première fois depuis notre rencontre, j'ai vu une vulnérabilité réelle sur son visage. Je ne sais pas comment faire ça. Comment désirer quelqu'un sans essayer de le posséder? Comment s'inquiéter sans essayer de contrôler chaque variable? Ce n'est pas une excuse, mais c'est la vérité. Ma colère a vacillé, la confusion la remplaçant. Je m'étais attendu à de la défensive, des justifications, peut-être même de l'arrogance, pas à cette honnêteté brute. Pourquoi moi? Vous pourriez avoir n'importe qui. Pourquoi vous focaliser sur quelqu'un qui ne cesse de dire non? Parce que tout le monde dit oui. Il s'est levé de nouveau, s'approchant, mais s'arrêtant à quelques mètres, respectant mon espace même maintenant. Savez-vous ce que c'est de ne jamais être défié? D'avoir des gens qui sont d'accord avec tout ce que vous dites parce qu'ils ont peur ou qu'ils veulent quelque chose? C'est vide. J'ai bâti un empire de relations vides où tout le monde fait semblant d'être loyal, mais personne ne me voit vraiment. Ce n'est pas ma responsabilité de régler ça. Je sais. Je ne vous demande pas de régler quoi que ce soit. Il a passé une main dans ses cheveux, perturbant sa coiffure habituellement parfaite. Quand vous avez dit non sous la pluie, quand vous m'avez regardé comme si j'étais dangereux mais avez refusé d'être intimidé, quelque chose a changé. Vous avez vu exactement ce que je suis et l'avez rejeté. Non pas parce que vous aviez peur, mais parce que vous avez des principes et que je ne les respectais pas.
Ça n'était jamais arrivé avant. Donc votre obsession vient juste du fait que je suis différente, parce que je suis un défi? Ça a commencé comme ça, a-t-il admis. Mais c'est devenu autre chose. Travailler avec vous ces dernières semaines, voir à quel point vous êtes passionné par vos conceptions, comment vous vous battez pour ce que vous croyez juste, comment vous vous comportez avec intégrité. Même quand cela vous coûte, je ne vous désire pas seulement, Marie, je vous admire. Vous me donnez envie d'être meilleur que je ne le suis, de gagner le oui que vous refusez de me donner. J'ai secoué la tête, la gorge serrée. Vous ne pouvez pas le gagner en m'enlevant mon libre arbitre. Ne voyez-vous pas ça? Chaque fois que vous manipulez quelque chose pour mon bénéfice sans demander, vous prouvez que j'avais raison de dire non. Je sais. Sa voix s'est brisée légèrement. Je sais, et je suis désolé, vraiment désolé. Pas seulement désolé d'avoir été pris ou que vous soyez en colère, mais sincèrement désolé de vous avoir enlevé des choix. Vous méritiez mieux. Les excuses ont eu l'effet d'un choc physique. Je m'étais attendu à de nombreuses réactions, mais pas à cette admission complète et non gardée de sa faute. Je me suis dirigé vers la fenêtre, ayant besoin de distance pour réfléchir. Paris s'étendait en dessous, des millions de personnes vivant des vies que Pierre influençait probablement de manière qu'elle ne saurait jamais. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je veux que vous me disiez s'il y a une version de cette histoire où vous me donnez une autre chance. Pas pour le projet, pas pour les affaires, pour nous. Il s'est approché lentement, s'arrêtant à mes côtés devant la fenêtre. Je vendrai immédiatement ma participation dans votre cabinet. Mes avocats rédigeront un contrat garantissant que votre emploi ne sera pas affecté, quelle que soit notre relation personnelle. Je resterai complètement en dehors de votre carrière, à moins que vous ne me demandiez spécifiquement mon avis. Tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité en disant oui. Et si je dis toujours non, si je décide que c'est trop compliqué, que vous êtes trop dangereux, que je ne peux pas vous faire confiance pour ne pas manipuler les choses à nouveau. La douleur a traversé son visage. Alors je disparais. Vous ne me reverrez plus jamais. Je trouverai un autre architecte pour le Lutetia. Déplacerai entièrement le projet vers un autre cabinet pour qu'il n'y ait pas de gêne. Vous pourrez bâtir votre carrière comme vous le souhaitez, sans que je sois nulle part. Vous feriez ça, juste partir? Si c'est ce dont vous avez besoin, oui, je vous veux heureuse, Marie. Même si ce bonheur ne m'inclut pas. J'ai étudié son reflet dans le verre. Il avait l'air épuisé. Le masque habituel de confiance était tombé, laissant place à quelqu'un de plus humain que l'homme dangereux que j'avais rencontré au gala. Quelqu'un capable de sentiments sincères sous tout ce contrôle et ce pouvoir. Je ne fais pas facilement confiance. Et je dis doucement, mon ex a détruit ça. Et tout ce que vous avez fait depuis notre rencontre n'a pas aidé à le reconstruire. Je comprends. Mais je me suis tourné pour lui faire face directement. Je ne peux pas non plus faire semblant de ne pas avoir de sentiments pour vous. Ces dernières semaines, même en étant en colère contre votre manipulation, j'ai aimé travailler avec vous, j'ai apprécié nos conversations, la façon dont vous écoutez réellement quand j'explique des concepts de design, comment vous avez partagé des fragments de votre histoire. Je suis attiré par vous d'une manière qui me terrifie. L'espoir s'est allumé dans son expression. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On recommence complètement. Vous vendez votre participation dans le cabinet comme vous avez dit, avec un contrat protégeant ma position. Nous n'avons aucune relation professionnelle. Et ensuite, si vous le voulez toujours, vous m'invitez à dîner. Pas en tant que client, pas en tant que personne ayant un pouvoir sur ma carrière, juste en tant qu'homme intéressé par une femme. Et vous direz oui? Peut-être. Ça dépendra de comment vous me le demandez. Un petit sourire a tiré mes lèvres malgré tout. J'ai besoin de savoir que vous pouvez me courtiser sans essayer de contrôler le résultat. Que vous respecterez mes choix, même quand ce ne sont pas ce que vous voulez.
Pierre a hoché la tête lentement. Je peux faire ça. Ce ne sera pas facile pour moi. J'ai l'habitude de contrôler les variables, d'éliminer les incertitudes. Mais pour vous, j'essaierai. Essayer ne suffit pas. Vous devez réellement le faire. Vous avez raison. Il a tendu la main formellement. Accord. Table rase. Pas de manipulation. Poursuite honnête sans garantie. J'ai serré sa main, professionnelle et correcte. Ses doigts se sont attardés, son pouce effleurant mes jointures. Combien de temps prendra la vente de la participation du cabinet? Mes avocats peuvent s'en occuper cette semaine. Il y a un autre investisseur intéressé par le cabinet depuis des mois. Je faciliterai le transfert, m'assurerai que c'est quelqu'un de bien pour l'entreprise. 2 semaines maximum. Et le projet Lutetia? Reste avec vous si vous le voulez. Nous allons restructurer le contrat pour passer par les voies appropriées. Pas de traitement spécial. Si vous préférez vous retirer, je comprendrai et vous dédommagerai pour le travail accompli à ce jour. J'ai réfléchi. Le Lutetia était le meilleur travail de ma carrière, le projet dont j'étais la plus fière. Y renoncer ferait mal professionnellement et personnellement. Je veux le finir, mais selon de nouvelles conditions. Relations client-architecte standard. Toutes les communications par les voies appropriées. Pas de visite personnelle sur le site, sauf demande spécifique pour des raisons de projet. Convenu, je ferai rédiger de nouveaux contrats. Nous nous tenions dans son bureau, les mains toujours jointes, l'air entre nous différente maintenant, plus clair, plus honnête. L'intensité obsessionnelle qui avait caractérisé nos interactions s'était transformée en quelque chose qui ressemblait davantage à une véritable possibilité. Je devrais y aller, ai-je dit, bien que je ne bouge pas immédiatement. J'ai besoin de parler à Julien, lui expliquer ma décision concernant la promotion. Il comprendra, et Marie. Pierre m'a serré doucement la main avant de la relâcher. Merci de me donner une autre chance. Je ne la gâcherai pas. J'ai ramassé les plans épars du Lutetia, les rangeant de nouveau dans mon dossier. À la porte du bureau, j'ai marqué une pause. Encore une chose, plus d'enquête sur ma vie, plus de résolution de mes problèmes sans demander, plus de fleurs sans carte. Si nous faisons ça, c'est transparent et honnête. Ce sont des termes non négociables. Transparent et honnête. Je peux travailler avec ça. La descente en ascenseur s'est sentie différente de la montée. Ma colère s'était dissipée, remplacée par une espérance prudente et une incertitude persistante. Je venais de prendre soit la décision la plus intelligente de ma vie, soit la plus naïve. L'avenir le dirait. De retour au bureau, j'ai trouvé Julien et lui ai expliqué ma décision de refuser la promotion. Il était déçu mais compréhensif, surtout quand j'ai mentionné vouloir gagner des postes par mon propre mérite. Je respecte ça, a-t-il dit. L'offre reste valable quand vous serez prête, selon votre propre calendrier. Ce soir-là, seul dans mon appartement, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert avec prudence. C'est Pierre. J'ai eu votre numéro dans les dossiers du projet. Dernière fois que j'y accède sans permission. Je voulais vous faire savoir que j'ai contacté l'investisseur potentiel. Le processus avance. J'espère que votre journée s'est améliorée après notre conversation. Bonne nuit, Marie. J'ai fixé le message, un sourire se formant malgré moi. Transparent et honnête, comme je l'avais exigé. Il essayait. Vraiment, j'ai répondu. Merci pour la mise à jour. Bonne nuit, Pierre. 3 jours plus tard, il m'a de nouveau envoyé un SMS. Vente du cabinet effectuée. Le nouvel investisseur a signé les papiers ce matin. Votre poste est sécurisé et je n'ai eu aucun contact avec la direction du cabinet depuis notre conversation. Je voulais que vous le sachiez. C'était rapide. Je suis motivé. Café cette semaine? En ami? Sans objectif. J'ai hésité puis j'ai tapé. Samedi matin, ce café sur Kléber, j'y serai. Le samedi est arrivé avec une chaleur inhabituelle pour octobre. Je me suis habillé de façon décontractée, jeans et pull bordeaux,
les cheveux lâchés sur mes épaules. Je suis arrivé la première au café, choisissant une table à l'extérieur où d'autres personnes servaient de tampons contre une intimité excessive. Pierre est apparu pile à l'heure, également décontracté en jean et Henley Marine. Il avait l'air plus jeune ainsi, moins intimidant. « Merci de m'avoir rencontré », a-t-il dit, s'asseyant en face de moi. « Juste un café. Territoire neutre. Juste un café », a-t-il convenu. Nous avons parlé pendant 1 heure. Pas d'affaires, pas de projets, de livres que nous avions lus, de films que nous aimions, des souvenirs d'enfance qui nous avaient façonnés. J'ai appris qu'il avait lui-même voulu être architecte autrefois, avant que les circonstances ne le mènent dans d'autres directions. Il a appris que j'avais grandi en Bretagne, déménagé à Paris pour l'université et y était resté parce que la ville me semblait être chez moi malgré ses difficultés. « C'est agréable », a dit Pierre finalement. Parler sans objectif, j'avais oublié ce que c'était. C'est comme ça que les gens normaux interagissent. Je ne suis pas sûr de me qualifier encore comme des gens normaux. Peut-être pas, mais vous pouvez apprendre. J'ai terminé mon café. Même heure la semaine prochaine? J'aimerais beaucoup. Nous avons établi un schéma, des réunions hebdomadaires pour le café. Strictement amical, sans pression. Pierre était ponctuel, présent, genuinement intéressé par mes pensées sans essayer de résoudre mes problèmes. Lentement, prudemment, nous avons construit quelque chose qui semblait plus réel que tout ce qui avait précédé. 3 semaines plus tard, après que le café se soit prolongé en déjeuner, Pierre a posé la question que j'attendais. « Voudriez-vous dîner avec moi? » Un vrai dîner, un rendez-vous. Pas de prétexte, pas de discussion d'affaires, juste nous. J'ai regardé en face de moi cet homme compliqué, dangereux, étonnamment vulnérable, qui avait bouleversé ma vie, qui avait manipulé et contrôlé, puis avait reculé et appris à respecter mes limites, qui essayait sincèrement d'être digne de moi. « Oui, » ai-je dit, « je dînerai avec vous. » Le sourire qui a transformé son visage valait chaque moment d'incertitude qui nous avait menés ici. Notre premier vrai rendez-vous a eu lieu un mercredi soir de novembre. Pierre m'a emmené dans un restaurant du Marais, intime mais pas ostentatoire, où la nourriture était excellente et l'éclairage doux. Nous avons parlé pendant 3 heures, la conversation coulant naturellement de l'architecture au voyage, aux livres empilés sur nos tables de chevet respectives. Il m'a raconté comment il avait appris l'italien de sa grand-mère, la seule personne de sa famille qui l'avait encouragé à rêver plus grand. Je lui ai parlé de mon premier semestre à l'école d'architecture, comment j'avais failli abandonner parce que la charge de travail me semblait impossible, jusqu'à ce qu'un professeur voie mon potentiel et me pousse à rester. Quand il m'a raccompagné ensuite, il m'a embrassé à l'entrée de mon immeuble, doux, interrogateur, me laissant l'espace de m'éloigner si je le voulais. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis penché, me laissant ressentir l'attirance contre laquelle je me battais depuis des mois. Ses mains ont caressé mon visage avec une tendresse surprenante pour quelqu'un d'aussi dangereux. « J'ai attendu de faire ça depuis la nuit où vous m'avez laissé sous la pluie », a-t-il murmuré contre mes lèvres. « Ça valait l'attente? » « Absolument. » Nous nous sommes vus 2 fois par semaine après cela, parfois plus, des dîners, des promenades au jardin du Luxembourg. Un dimanche matin passé au Louvre, où Pierre m'a surprise avec une connaissance approfondie de l'art de la Renaissance. J'ai découvert des couches en lui que l'extérieur de l'homme d'affaires impitoyable dissimulait. Il avait un sens de l'humour sec qui surgissait de manière inattendue, me faisant rire devant un verre de vin et des pâtes. Il était farouchement loyal envers les rares personnes en qui il avait confiance, parlant d'Antoine et d'Élodie avec une affection sincère. Il lisait avec voracité, la bibliothèque de son penthouse remplie de tout, de la philosophie au roman policier. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais », lui ai-je dit un soir, recroquevillé contre lui sur son canapé, tandis que la pluie battait contre les fenêtres. « À quoi vous attendiez-vous? Quelqu'un de plus froid, plus calculateur. Vous êtes quelque chose, mais vous êtes aussi plus humain que je ne le pensais. »
Il a embrassé le sommet de ma tête. Vous faites ressortir les parties humaines. La plupart des gens ne prennent pas la peine de les chercher. Le projet Lutetia avait été restructuré par les voies appropriées. J'ai travaillé avec le chef de projet de Pierre plutôt qu'avec Pierre lui-même. Toutes les communications professionnelles et documentées. C'était plus clair ainsi, mon travail s'appuyant sur ses propres mérites, sans que des complications personnelles n'obscurcissent les choses. 6 semaines après le début de notre relation, lors d'un dîner tranquille chez lui, j'ai soulevé quelque chose que j'avais envisagé. Je veux finir le Lutetia correctement, pas par des intermédiaires, mais en travaillant directement avec vous en tant que client. Selon des termes complètement nouveaux, des contrats légitimes, des pratiques industrielles standards. Je veux achever ce projet parce que c'est le meilleur travail de ma carrière et je veux être fier de la façon dont nous l'avons fait. Pierre a posé son verre de vin. Vous êtes sûr? Nous avons établi une distance pour de bonnes raisons. Je sais, mais je sais aussi que nous pouvons le gérer maintenant. Nous avons des limites, du respect, une véritable communication. Le projet mérite d'être bien terminé. Et honnêtement, vous comprenez la vision mieux que votre chef de projet. Il essaie constamment de réduire les coins que j'ai spécifiquement conçus pour être préservés. Alors nous le ferons correctement. Je ferai rédiger les contrats demain, termes standards, tarifs du marché, tout dans les règles. Merci de ne pas me combattre là-dessus. Je promets de respecter vos choix. Cela inclut de vous faire confiance quand vous dites que vous êtes prête pour quelque chose. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une offre à laquelle je ne m'attendais pas. L'un des associés principaux de mon cabinet prenait sa retraite et il voulait que je prenne son poste. Une offre authentique cette fois, basée sur mon travail, ma croissance, mes contributions à des projets réussis. Julien l'a présenté avec enthousiasme, précisant que c'était entièrement la décision du cabinet. Je l'ai refusé quand même. Je suis reconnaissante, et je dis à Julien dans son bureau, vraiment. Mais j'ai pensé à ouvrir mon propre cabinet. Quelque chose de plus petit, plus axé sur la restauration et la préservation historique. J'ai besoin de voir si je peux construire quelque chose de manière indépendante. Julien a eu l'air surpris mais pas contrarié. C'est ambitieux, mais si quelqu'un peut le faire, c'est vous. Quand? Fin de l'année. Je finirai les projets en cours, transférerai les clients correctement, laisserai tout en bon état. Je vous écrirai la meilleure lettre de recommandation que vous ayez jamais vue. Il m'a serré chaleureusement la main. Vous avez été un atout ici, Marie. Je suis fier de ce que vous avez accompli. J'ai dit à Pierre ce soir-là pendant le dîner, je quitte le cabinet, je monte ma propre entreprise. Il a posé sa fourchette avec précaution. C'est un grand pas. Comment puis-je vous aider? Vous ne pouvez pas. Je demande un prêt aux petites entreprises par les canaux bancaires traditionnels. Cela doit être quelque chose que je construis moi-même, financé par mon propre crédit et mon business plan. Pas de raccourci. Pas d'investisseur avec des liens personnels. La fierté brillait dans ses yeux. Vous êtes incroyable, vous savez ça? Je suis têtu. Il y a une différence. Non, vous êtes incroyable. Et je vous admire. Il a tendu la main sur la table, prenant la mienne. Tout ce dont vous avez besoin qui n'implique pas d'argent, demandez. Des conseils, des contacts avec des spécialistes de la préservation, quelqu'un avec qui fêter quand vous serez approuvé. Je suis là. La demande de prêt a pris 3 semaines. Lorsque l'approbation est arrivée en janvier, j'ai pleuré de soulagement sur le parking de la banque. J'ai appelé Pierre immédiatement. Je l'ai eu. Montant total. Conditions raisonnables. Je peux signer le bail de mon bureau la semaine prochaine. J'arrive. Nous allons célébrer comme il se doit. Il m'a emmené dîner au même restaurant où nous avions eu notre premier rendez-vous. Champagne et félicitations. Cette nuit-là, je suis resté dans son penthouse, me réveillant à ses côtés pour la première fois. La lumière du matin rendait ses cheveux foncés de bronze et adoucissait les lignes sévères de son visage. Il avait l'air paisible dans son sommeil, plus jeune, moins accablé. Reed Architecture a ouvert ses portes en février.
Un petit bureau à Chelsea avec de la place pour moi et 2 futurs employés quand je pourrais me les permettre. Pierre m'a envoyé des fleurs professionnellement appropriées avec une carte lisant «Félicitations pour avoir construit quelque chose d'extraordinaire. Tellement fier de vous. P.» La rénovation du Lutetia a été achevée en mars. 8 mois de travail intensif avaient transformé l'hôtel historique en quelque chose de spectaculaire. Les détails art déco originaux avaient été méticuleusement restaurés, les commodités modernes intégrées de manière transparente et chaque pièce conçue pour honorer le passé du bâtiment tout en offrant un luxe contemporain. J'ai parcouru le produit fini avec une profonde satisfaction. C'était mon héritage, la preuve de ce que je pouvais créer quand on me donnait la liberté et la confiance. La grande ouverture était prévue un vendredi soir, un événement sur invitation seulement pour la presse, les investisseurs et les VIP. J'y assistais en tant qu'architecte, Pierre en tant que propriétaire. Nous maintenions une distance professionnelle en public, bien que ses yeux trouvent les miens à travers les salles bondées, avec une chaleur qui n'avait rien à voir avec les affaires. J'examinais le sol en terrazzo, restauré dans le hall, montrant des détails à une journaliste, quand Antoine est apparu à mon coude. Son calme habituel était tendu, une urgence dans sa voix basse. « Mademoiselle Reed, j'ai besoin que vous veniez avec moi discrètement. Pas d'alarme, pas de questions. Tout de suite. » Le sang a gelé dans mes veines. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, par ici. Je l'ai suivi à travers un couloir de service, loin du bruit de la fête. 2 hommes que je ne reconnaissais pas attendaient près d'une sortie, tous 2 grands, tous 2 me regardant avec des expressions que je ne pouvais pas lire. La main d'Antoine s'est dirigée vers sa veste d'une manière qui m'a fait tressaillir. « Antoine, vous me faites peur. Je suis désolé. » Un regret sincère dans sa voix. Ordre de quelqu'un à qui Pierre a fait du tort, rien de personnel. Un des hommes m'a attrapé le bras. J'ai essayé de crier, mais une main s'est refermée sur ma bouche. Ils se sont déplacés rapidement, me traînant à travers la sortie dans une allée où une fourgonnette attendait. J'ai lutté donnant des coups de pied et me tordant. Mais ils étaient professionnels, efficaces. En quelques secondes, j'étais à l'intérieur de la fourgonnette, des colliers de serrage me coupant les poignets, la porte claquant. Le trajet a duré peut-être 10 minutes. Mon esprit s'est emballé de panique. Antoine les avait trahis. Pourquoi? Depuis combien de temps préparait-il ça? Où était Pierre? Ils m'ont tiré dans un entrepôt industriel et abandonné. Victor Beaumont se tenait au centre de l'espace, flanqué de plus d'hommes. Je l'ai reconnu sur des photos que Pierre m'avait montrées des mois auparavant. Fin de la cinquantaine. Costume coûteux, yeux cruels. Mademoiselle Reed. Sa voix était cultivée, presque agréable. Je m'excuse pour cette extraction dramatique. J'avais besoin d'un levier et vous sembliez l'option la plus efficace. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ils m'ont forcé sur une chaise en métal. Beaumont en a tiré une autre, s'asseyant en face de moi, comme si nous prenions le thé. J'essaye de négocier des accords territoriaux avec Pierre depuis des mois. Il a été déraisonnable, têtu, peu disposé à faire des compromis. Alors, j'ai pensé que vous pourriez peut-être l'aider à voir les choses à ma manière. Il ne négociera pas avec vous si vous me faites du mal. Il vous détruira. Oh, je compte sur sa rage. Les hommes en colère commettent des erreurs. J'obtiendrai mes territoires. Et Pierre apprendra que me contrarier a des conséquences. Beaumont a vérifié sa montre. Nous lui avons envoyé votre position il y a 5 minutes. Il devrait arriver sous peu. Ensuite, nous aurons notre conversation. Ma peur s'est cristallisée en quelque chose de plus vif. Il ne s'agissait pas de moi. J'étais un appât, un outil pour manipuler Pierre et le mettre dans une position vulnérable. Quoi que Beaumont ait prévu, ce n'était pas une négociation. 15 minutes plus tard, des bruits d'impact ont résonné dans l'entrepôt. Des coups de feu, brefs et contrôlés. Des cris, puis le silence. La porte a explosé vers l'intérieur et Pierre est apparu, flanqué d'hommes armés. Son expression dépassait la rage, quelque chose de primal et de létal.
Il s'est déplacé parmi les hommes de Beaumont comme la violence personnifiée, brutale et efficace. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Le tueur impitoyable sous l'homme d'affaires, entièrement déchaîné. Quand il m'a atteinte, coupant les colliers de serrage avec un couteau, ses mains tremblaient. « Est-ce vous blessé? Ils vous ont touché? » « Je vais bien. Pierre, je vais bien. » Il m'a attiré contre sa poitrine, mais serrant si fort que je pouvais à peine respirer. Son corps battait la chamade contre mon oreille. « J'ai cru que je vous avais perdu. Quand Antoine a appelé, quand j'ai réalisé ce qui s'était passé, j'ai pensé. Antoine vous a appelé? Il travaillait pour moi depuis le début, infiltré dans l'organisation de Beaumont. C'est lui qui m'a dit où il vous emmènerait, m'a donné les codes d'accès. Mais j'aurais dû agir plus vite, aurais dû mieux vous protéger. » Je me suis reculé pour regarder son visage. Il était terrifié, j'ai réalisé. Vraiment. Profondément terrifié d'une manière que je n'avais jamais vue. Le contrôle qu'il portait comme une armure s'était complètement brisé. « Vous m'avez sauvé. Je suis en sécurité. Vous n'auriez jamais dû être en danger du tout. » Sa voix s'est brisée. « C'est mon monde, mes ennemis, mes conséquences. Vous auriez pu mourir à cause de moi. » J'ai pris son visage dans mes mains, le forçant à se concentrer. « Mais je ne suis pas morte, je suis là, nous sommes tous les deux là. » Autour de nous, les hommes de pierre maîtrisaient Beaumont et ses hommes restants. Les sirènes de police hurlaient au loin. Antoine s'est approché, du sang sur sa manche mais marchant d'un pas ferme. « Patron, il faut bouger. Les flics seront là dans 3 minutes. » Pierre m'a soulevé sans effort, me portant vers la sortie. « Je vous tiens, vous êtes en sécurité maintenant. » Les jours qui ont suivi ont été chaotiques. Beaumont a été arrêté pour de multiples chefs d'accusation, son organisation démantelée. La couverture d'Antoine était grillée, mais sa loyauté envers Pierre prouvée au-delà de tout doute. J'ai fait des déclarations à la police, assisté à des réunions de suivi, digéré le traumatisme d'avoir été enlevé. À travers tout cela, Pierre était présent mais différent, plus ouvert, plus vulnérable, comme si l'expérience avait brisé quelque chose de fondamental en lui. Un soir, une semaine après l'incident, nous étions assis sur le balcon de son penthouse, observant les lumières de la ville. « Je vous aime », a-t-il dit doucement. « J'avais peur de le dire, peur que vous pensiez que ce n'était qu'une obsession. Mais ce n'est pas le cas. Cela n'a jamais été qu'une obsession. Vous êtes la première personne qui me donne envie d'être meilleur, qui voit tout de moi et choisit de rester quand même. Je vous aime, Marie. Complètement. » Les larmes m'ont piqué les yeux. Je vous aime aussi, même si vous êtes dangereux et compliqué et que votre monde me terrifie parfois. J'aime qui vous êtes. Tout de vous. Il m'a embrassé alors, profondément et désespérément, comme si j'étais de l'oxygène et qu'il se noyait. 4 mois plus tard, Reed Architecture a obtenu son premier contrat majeur au-delà du Lutetia. La rénovation d'une bibliothèque historique qui prendrait 8 mois. J'avais embauché une assistante et j'interviewais pour un poste d'architecte junior. Mon entreprise se développait régulièrement, construite entièrement selon mes propres termes. Pierre avait commencé à légitimer ses opérations, vendant des entreprises douteuses et investissant dans des entreprises illégales. C'était un travail lent, se libérer de décennies d'infrastructures criminelles, mais il était engagé. Pour moi, pour lui-même, pour l'avenir que nous construisions. Nous avons dîné un mardi soir dans mon appartement, cuisinant ensemble dans ma petite cuisine. Simple, domestique, normal d'une manière qui aurait semblé impossible 1 an auparavant. « J'y pensais », a dit Pierre, coupant des légumes pendant que je remuais la sauce, à acheter une maison. Quelque chose en dehors de la ville. Une propriété avec de l'espace, peut-être avec vue sur l'eau, quelque part où nous pourrions aller les week-ends. Nous? Si vous voulez, pas de pression, juste penser à l'avenir, notre avenir. Il a posé le couteau, se tournant vers moi. Je sais que nous sommes toujours en train de construire ça, toujours en train d'apprendre à être ensemble, sans que mes problèmes de contrôle ne détruisent tout.
Mais je vois un avenir avec vous, Marie. À long terme, permanent. Tout. Je me suis glissé dans ses bras. La sauce oubliée. Moi aussi. Ça me terrifie et m'excite à part égale, mais je le vois. Bien. Parce que vous êtes bloqué avec moi maintenant. Je pense que je peux vivre avec ça. Nous avons terminé de cuisiner, avons dîné, avons parlé de mon dernier projet et de son expansion commerciale légitime. Une conversation normale entre deux personnes construisant une vie ensemble. Un choix prudent à la fois. Dehors, Paris pulsait avec son énergie infinie. À l'intérieur, nous avions créé quelque chose de rare, forgé du rejet et de l'obsession en un amour véritable et un respect mutuel. Ce n'était pas parfait. Pierre luttait toujours avec son besoin de contrôler les situations et avec la confiance que se soucier de quelqu'un ne signifiait pas le posséder. J'avais toujours des moments de peur concernant son passé, concernant le fait que le danger serait toujours à la périphérie de notre vie. Mais nous parlions des problèmes, nous établissions des limites, nous nous choisissions l'un l'autre chaque jour malgré les complications. Ce soir-là, enlacé dans mon lit, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un bonheur vrai. C'est acheté sur l'honnêteté et le choix plutôt que sur la manipulation ou le besoin. Quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affronterions ensemble, égaux dans une relation qu'aucun de nous n'avait attendue, mais que tous deux avaient appris à